Bonsoir, je suis ravi de pouvoir parler de ce film avec vous et puis avec deux invités importants, Michel Vinocq et Jean Gilly. Je crois qu'on a peut-être les deux meilleurs spécialistes pour parler de ce film. Michel, vous avez écrit, tu as écrit dans l'histoire un article sur l'affaire Edgardo Mortara. Je voulais quand même demander à Michel et Jean leur réaction au film, comme ça, du but en blanc. Je crois que c'est la première fois que tu le vois, Michel. Oui, oui. J'ai trouvé ce film remarquable, d'un grand cinéaste, vraiment, qui a su reconstituer une histoire avec justesse et, je dirais, avec un certain éclat. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'inventions. Bon, on ne connaît pas par le détail tout ce qui s'est passé dans cette maison des catéchumènes, et je pense notamment à des créations, des inventions qui ne manquent pas de sel. Par exemple, le cauchemar du pape qui se fait circoncire. C'est vraiment un morceau de bravoure formidable.
formidable. Je ne suis pas sûr non plus que la scène ait existé d'Edgardo séminariste qui fait tomber le pape. Enfin bref, il y a de l'invention, il y a de la création. Mais, cela dit, le tout est parfaitement juste, avec l'intention du cinéaste de Bellocchio de situer cette histoire dans un contexte historique. J'y reviendrai, mais je crois qu'il faut lui en savoir que cette histoire aurait pu être en effet tout à fait relatée d'une manière en soi, n'est-ce pas, mais sans véritablement expliquer, expliciter, montrer dans quelle époque il se situe, à quel moment il se situe. Jean, toi tu l'avais déjà vu le film. Je l'avais déjà vu. Juste un mot, ce qui est impressionnant, c'est, vous l'avez tous vu, ce générique de 7 minutes avec ces centaines de noms qui défilent. Cet homme de 84 ans, 32e film, qui a encore cette énergie de porter comme ça un film de cette ampleur, avec c'est quand même assez étonnant. Tout à fait étonnant. Quelqu'un lui souhaitait de devenir comme Manuel de Oliveira, et qui a tourné en ayant 100 ans. Le dernier court-métrage d'Oliveira, il avait 100 ans. Donc Même plus, il avait 104 ou un truc comme ça. Ouais. Encore mieux. Donc, évidemment, et en plus, nous sommes au moment de son anniversaire. Hein. Il est né un 9 novembre, donc 84 ans. Vive Bellocchio. Pas mal, quoi. Bon. Effectivement, d'autant qu'il a fait ce film, et vous le savez aussi parce que vous avez pu le voir à la télévision, qu'il avait tourné une série sur l'enlèvement d'Aldo Moro avec... Ernesto Noté, oui, magnifique série. Ouais. Oui, formidable, qui d'ailleurs lui-même l'avait conçu comme un film de 6 heures et non pas comme un film composé de 6 épisodes. Et de fait, que ce soit au Festival de Cannes ou à la Cinémathèque française, le film a été projeté 3 heures, une demi-heure d'interruption pour respirer, et puis à nouveau 3 heures, donc pour bien donner la sensation que c'était une œuvre faite autour de la personnalité d'Aldo Moro et de son enlèvement et des réactions des gens qui lui étaient proches, notamment son épouse et le pape, auquel il était très, très lié. Et de fait, ce qui aussi rapproche les deux films, c'est que l'inquisiteur, Fabrizio Gifuni, est l'acteur qui joue Aldo Moro. On reconnaît des visages dans les films de Bello qui est toujours très attentif. Et moi, ce qui m'a aussi frappé là, c'est un film qu'on peut aborder de diverses manières. Bello qui aurait toujours été, dans le fond, marqué par l'autobiographie. Et là, on peut penser qu'on est fort loin de l'autobiographie, mais il y a au moins un élément très surprenant, c'est que, ça je ne m'en étais pas rendu compte à la première vision, Bello qui est le cadet d'une famille de 8 enfants, 2 filles et 6 garçons. Or, quand ils sont à table, et que Edgardo est à Rome, eux ils étaient 9, mais quand ils sont à table, ils ne sont plus que 8, puisque Edgardo est à Rome. Et il y a les 2 sœurs et les 6 frères. Donc il y a une espèce de projection dans ce milieu, famille totalement problématique. Bello qui porte, on pourrait développer là-dessus, mais on n'est pas là pour ça, des traumatismes liés à l'enfance, et on peut se demander si dans le fond, dans ce personnage terrifiant dans le fond, hein, qui abandonne sa foi, enfin qui finit par se christianiser complètement, au point de vouloir, comme lui, presque en se cachant, essayer de baptiser sa mère, c'est une séquence d'une violence inouïe. Et voilà pour l'instant. Michel, peut-être un mot justement sur ce contexte. Alors il y a 2 choses qui sont bien sûr effleurées dans le film, qui ne sont pas le sujet principal du film, c'est aussi les réactions internationales à cette affaire qui sont très importantes, notamment de la communauté juive internationale. Et puis, d'autre part, c'est
je dirais, ce portrait du pape Pie IX, voilà, qui est à la fois plein de... Voilà, c'est vraiment, on a l'impression que cette affaire devient son affaire, hein, vraiment quelque chose auquel il ne va pas vouloir renoncer à aucun moment, comme si c'était une sorte de symbole presque d'un pouvoir qui sent en train de partir. Mais, voilà. Un mot sur les États pontificaux. Cela nous paraît un peu étrange, en effet, que ce pouvoir du pape, pouvoir temporel du pape, qui règne en autocrate, on pourrait dire, sur une partie de l'Italie. Les États pontificaux remontent très loin, au 8e siècle. Et c'est à l'origine un acte de la part de Pépin le Bref. Pépin le Bref, créateur de la dynastie carolingienne. L'évêque de Rome, qui était le pape, par conséquent, qui habitait à Rome, en fin de l'Empire romain, etc., était l'objet de nombreuses incursions, attaques, et il craignait notamment un peuple qui s'appelle les Lombards, qui à plusieurs reprises menaçait son existence, et c'est à son appel que Pépin le Bref donc, l'a secouru militairement, et qu'il lui a construit en quelque sorte un État, un territoire, qui est devenu par la suite les États pontificaux. Et l'Église et les théologiens, le droit canon, a légitimé notamment cette prise de pouvoir temporel par ce qu'on appelle la fausse donation de Constantin. Bon, je n'insiste pas tellement là-dessus, il s'agit d'un faux fabriqué qui aurait voulu que Constantin l'empereur, converti au christianisme, attribuait précisément des États au pape. Bon. Ces États pontificaux, ils ont varié en dimension, en éclat, au cours des siècles. Je passe les siècles, justement, et notamment au moment de la Révolution et de l'Empire, etc. En 1815, ils ont été véritablement rétablis par le Congrès de Vienne, et à partir de ce moment-là, ils ont été menacés par le grand mouvement d'émancipation de l'unité italienne, le Risorgimento. Et ces États pontificaux, qui sont une grosse virgule là, donc entre l'Adriatique et la mer Tyrrhénienne, sont pris en tenaille, n'est-ce pas, entre au nord le grand État, l'État du Piémont-Sardaigne, et au sud l'État de Naples. Et alors le mouvement d'émancipation a été si fort qu'en 1848, à la suite de la Révolution française, l'Europe étant en émoi, en insurrection à la fois libérale et nationale, et Rome est prise par les patriotes italiens, Mazzini s'y installe, le pape doit s'enfuir à Gaète, et c'est seulement sur l'intervention de la Seconde République, la Deuxième République, que les troupes du général Oudinot vont permettre au pape de revenir à Rome en 1850. Bon, c'est dire le rôle des Français dans toute cette histoire, depuis le début jusqu'à la fin. Et on n'a pas fini, évidemment, puisque c'est dans 1870 que les troupes françaises, se retirant de Rome, où ils protégeaient le pape, vont permettre définitivement l'unité italienne, et le pape va se retrouver prisonnier. Alors je voudrais, sans faire trop de rappel historique, m'attarder une minute sur la date 1858. Par coïncidence, l'affaire a lieu donc au printemps. Le scandale va éclater dans toute l'Europe libérale en septembre, et
Entre les deux, au mois de juillet, Napoléon III rencontre Cavour, Premier ministre du Piémont, à Plombières. Et là, au cours de cet entretien secret, il est entendu que la France, le Second Empire, va soutenir le Piémont dans, non pas encore la conquête de toute l'Italie, mais en tout cas, Napoléon III va épauler le Piémont contre les Autrichiens qui possèdent une grande partie du nord de l'Italie, la Vénétie, la Lombardie, etc. Et au cours de cet entretien, on envisage tout de même de réduire un peu les États du pape au profit d'une autre réorganisation. Je passe sur les détails. Donc en 1958, c'est dire que le pape est menacé. Les États pontificaux qui embarrassent, qui empêchent la réunification de l'Italie sont menacés à la fois par les patriotes italiens, dont on a vu l'ardeur, et par Victor Emmanuel, roi du Piémont, Sardaigne. Alors, je terminerai en disant ceci, c'est que cette menace temporelle qui pèse sur ces États provoque certainement de la part du pape une sorte de transfert compensatoire en réaffirmant, comme on l'avait presque jamais vu depuis le Moyen-Âge, un pouvoir spirituel cette fois. Et il prend des décisions tout de même très fortes. Par exemple, on y fait allusion. En 1854, il décrète le dogme de l'Immaculée Conception, l'idée selon laquelle la Vierge était née sans être marquée par le péché originel. Et c'est lui qui décide, l'Immaculée Conception. Et on sait qu'en 70, ce sera le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc, il me semble voir effectivement ce mouvement, ce rétrécissement, cette menace, cet effondrement peut-être des États temporels du pape, et en compensation, cette volonté de surcompenser cette faiblesse par un surpouvoir spirituel. Oui, Jean, la figure du pape est assez étonnante. Oui, assez étonnante. Bellocchio dit d'ailleurs qu'aujourd'hui, il s'intéresse de plus en plus aux acteurs, au choix des acteurs pour interpréter les personnages. Autrefois, il dit lui-même qu'il s'intéressait peut-être... Oui, plus proche. Oui, autrefois, disait-il, il s'intéressait peut-être davantage à d'autres aspects des récits, et là maintenant il est extrêmement attentif au choix des acteurs. Et de fait, il y a une direction de ces acteurs, de l'enfant, notamment l'enfant. Alors, à propos de l'enfant, il y a une remarque à faire. Bellocchio, après avoir fait Il Traditore, le traître, que vous avez sans doute vu, c'est un film célèbre, où le juge qui enquête et qui va réussir à porter l'ancien mafieux à des confessions, hein, celui considéré justement comme le traître, le juge qui obtient ça, c'est Piero Boni, c'est-à-dire l'acteur qui joue le père de l'enfant. Bon, donc c'est un acteur que vous avez déjà vu abondamment d'ailleurs, c'est un des deux protagonistes du film, du traître, que l'on retrouve là. Bon. Et alors le choix de l'enfant, ça a été décisif en tout cas pour une chose. Il y a un cinéaste américain qui s'appelle Spielberg, que vous connaissez bien, qui avait envisagé, qui s'était intéressé à cette histoire et qui voulait tourner le film sur l'histoire de cette affaire mortale. Et il était venu en Italie faire des repérages, puisqu'il envisageait de le tourner en Italie, et il avait également essayé de trouver l'enfant. Et c'est sur la difficulté, la quasi-impossibilité, d'autant que le film devait se tourner, les Américains, comme ici, ce n'était pas autrefois le cas, mais ici c'est tourné en son direct, le film devait être tourné en anglais. Et il a renoncé parce qu'il n'a pas
il n'est pas parvenu à trouver un enfant qui pourrait jouer en anglais le personnage que Bellocchio, lui, par contre, a trouvé, parce qu'il est admiratif devant le travail de ce gamin, d'autant que, dit-il, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, une certaine préparation avant de pouvoir tourner, cet enfant ne savait rien de la religion. Rien. Il n'avait pas reçu le moindre... et donc, il a fallu aussi l'habituer à un univers dans lequel il faut qu'il se glisse et finalement il maîtrise totalement. Cet enfant est remarquable. Il est tellement remarquable d'ailleurs que Bellocchio ne le fait pas vieillir. Le laps de temps pendant lequel on le suit, il devrait changer, être un peu plus grand. Mais Bellocchio, trouvant qu'il est parfait, le garde toute la durée de la première, plus que la première partie finalement. Il y a un passage d'ailleurs brutal. On pourrait imaginer souvent dans ces films un même personnage que l'on suit sur plusieurs dizaines d'années est interprété par 3 ou 4 comédiens qui suivent les étapes. Ici, il n'y en a que 2. Il y a l'enfant, et puis ensuite, d'un coup, on passe au jeune homme qui va devenir un jeune prêtre, missionnaire. Et là, je crois que c'est parce qu'il avait trouvé vraiment le personnage qui lui convenait, l'acteur qui lui convenait, pour pouvoir le garder plus longtemps qu'il n'était nécessaire pour une chronologie respectée. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer, c'est vrai que dans les 2 derniers films de Bellocchio, la série Ernesto Notte et là, c'est le pape qui est vraiment le personnage, presque le personnage central, avec Aldo Moro bien sûr, mais quand même, et puis qui est joué par pas n'importe qui. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cet intérêt pour le pape chez Bellocchio en ce moment? Comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter? Oui, peut-être une fascination à revers. Bellocchio est athée, il ne s'en cache pas, mais il dit que finalement, on lui avait demandé, quand le film est terminé, des gens de son entourage lui proposent d'essayer de le montrer au pape actuel, au pape François. Et Bellocchio réfléchit un petit peu et finalement décide de ne pas le proposer, parce qu'il dit, dans le fond, maintenant, parce qu'il a 80 ans, moi je suis athée, mais je respecte les personnes croyantes. Donc il me dit, je ne vois pas pourquoi je montrerais ce film à un pape qui est déjà très engagé sur le terrain social pour lui créer des préoccupations que je ne me sens pas d'assumer. Alors il y a une dimension qui est, pour moi, j'ai appris ça dans cette maison des catéchumènes, c'est que Edgardo Mortara n'est pas seul. Alors c'est peut-être ce à quoi faisait allusion ce monsieur qui est parti, mais il y a beaucoup de petits-enfants qui, d'origine juive, d'origine musulmane, il est précisé, et donc c'est quelque chose qui est, on a l'impression qu'il y a une sorte de volonté du pape de créer une sorte d'école modèle de conversion. C'est quand même quelque chose qui est assez étonnant. Sur le pape, est-ce que le pape est un réactionnaire? Évidemment. Mais il continue une tradition. Son prédécesseur, Grégoire XVI, a été l'ennemi acharné du libéralisme. Il y a une encyclique de lui qui s'appelle Mirarivos, qui est une condamnation absolue de la liberté de religion, de la liberté de pensée et même de la liberté de la presse, qu'il appelle un délire. Bon, c'est-à-dire que Pie IX, il est dans une continuité, dans une continuation de ses papes, et ça se reproduira encore avec Pie X, Pie IX, et par conséquent hanté par la déchristianisation qui a commencé, disons, pour faire simple, avec la Révolution française, et que la montée en puissance de la croyance, de l'athéisme, de la science et du libéralisme qu'il condamne absolument, le situe effectivement dans une position tout à fait non seulement conservatrice, mais rétrograde, en se crispant sur le droit canon
sur sa légitimité temporelle, etc. Alors, l'un des aspects de ce droit canon, c'est que un enfant baptisé appartient à l'Église. Au-dessus du père biologique, il y a le Saint-Père. Et par conséquent, Rome s'applique à apprendre la religion à ses enfants qui viennent, comme vous l'avez dit, soit d'autres religions, soit tout simplement de familles qui sont complètement incroyantes, mécréantes, n'est-ce pas, et qui ont été peut-être parfois bien contentes d'abandonner parce qu'ils sont pauvres et parce que leur enfant est à l'église. Bon, voilà. Alors, il y a un aspect qui n'a pas été développé dans le film, parce qu'il est déjà assez long, n'est-ce pas? C'est, on a bien vu la réaction des Juifs italiens, mais il y a eu une réaction en Europe formidable, de la part de la presse libérale précisément. En Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Alors en France, il y a 3 journaux qui ont véritablement combattu le pape et l'enlèvement d'Edgardo. C'est le journal des débats, Le Siècle, et même le Constitutionnel, qui était assez proche de Napoléon III. On y fait un peu allusion à Napoléon III à un moment donné en disant « vous ne l'avez pas tellement apprécié ». Et effectivement, ces journaux ont fait une campagne tout à fait remarquable jusqu'au moment où Napoléon III, le régime bonapartiste, a dit « bon, basta, on en a assez parlé ». Mais cela n'a pas empêché Louis Veuillot, qui était dans l'autre camp, qui était le propriétaire, l'éditorialiste très talentueux, très polémiste de l'Univers, qui était vraiment le grand journal, va faire une véritable série d'articles. D'abord, pointé sur l'affaire Mortara, dans laquelle il prend la défense absolue du pape, de l'Église, de sa tradition, etc. Et une fois que Napoléon III a dit « bon, arrêtez la polémique », il a continué, lui, toute une série d'articles intitulés « Les Juifs ». Et, à mes yeux, qui est fait un peu l'histoire de l'antisémitisme, j'y vois là un moment très important. Parce que, jusqu'à présent, dans l'Église, il y avait ce qu'on appelle, non pas l'antisémitisme, mais l'anti-judaïsme, contre le peuple déicide. Appelons ça l'anti-judaïsme médiéval, si vous voulez. Or, sous la plume de Veuillot, on retrouve bien sûr cet héritage anti-judaïque, mais on trouve quelque chose d'autre, qui n'est pas exactement l'antisémitisme, qui fait allusion, qui fait référence à la race, n'est-ce pas, à des réalité ethnique, non. Mais ce que j'appellerais, ce que Taguieff a appelé la judéophobie. C'est-à-dire qu'il n'est plus question ici de religion, simplement, mais de la dénonciation d'un complot. Il y a l'idée complotiste, déjà dans ces articles de Veuillot, qui est extrêmement impressionnant. Parce que les journaux libéraux, dans tous les pays, et en France en particulier, à qui appartiennent-ils? Aux Juifs. C'est pas vrai, mais il y a bien sûr des journalistes juifs, mais pour lui, les Juifs tiennent la presse, la banque, les affaires, en raison de l'émancipation depuis la Révolution de 1791. Peu à peu, les Juifs sont devenus visibles et ils occupent aux yeux de Veuillot une place extrêmement dangereuse. Et quel est leur but profond? C'est évidemment de déchristianiser la France. Alors, pour aller vite, donc je vois une certaine transformation, une évolution de l'anti-judaïsme à la judéophobie, toujours d'origine catholique. Mais parallèlement, il y a un anti-judaïsme, enfin un antisémitisme cette fois peut-être, qui est d'origine économique, sociale, de gauche, socialiste. Fourier, comme vous le savez, était très Charles Fourier était très antisémite, ce qui a désolé André Breton, qui adorait Fourier. Et un de
disciple, qui s'appelle Tousnel, a écrit un livre avant l'affaire Mortara, qui s'appelait « Les Juifs rois de l'époque ». Alors lui, il visait évidemment le pouvoir économique avant tout, les hommes d'argent. Donc on voit, à peu près à cette époque, dans les années 40-50, vous voyez, dans la genèse de l'antisémitisme européen, on voit cette évolution qui cristallise l'affaire Mortara dans la prose de Louis Veuillot. Les articles de Veuillot ont été réunis en volume. Oui, alors, d'ailleurs, quand j'ai fait cet article en l'an 2000, je cherchais, évidemment, les offres complètes de Veuillot. Je suis allé à la Cato, vous savez, la faculté catholique d'Alsace. Il y avait ces offres, et il manquait un volume. C'était le volume où il y avait César. Je ne me suis pas découragé, et je suis allé le lire à la bibliothèque des Dominicains, qui est de la rue de Grenelle, de la Santé, dans le 13e. Et on a trouvé effectivement le volume en question, je ne sais plus si c'était le tome 8 ou le tome 9, et qui n'était pas découpé. À l'époque, n'est-ce pas, il n'y avait pas les livres, il n'y avait pas massicoté. Alors c'est moi qui, j'ai demandé un canif pour ouvrir le livre, comme quoi on a bien oublié du côté de l'Église, n'est-ce pas, les œuvres de Veuillot. En voyant le film et en réfléchissant à l'histoire de cet enfant, il m'est venu à l'esprit le cardinal Lustiger. Parce que le cardinal Lustiger, comme tout le monde sait, était juif. Enfin, en tout cas, oui. était né juif. Bon. Alors j'ai juste un petit peu regardé, je n'ai pas fait aucune recherche approfondie, juste un petit regard. Il est né en 1926 et en 1940, il a donc 14 ans, exactement 14 ans. Il vit à Orléans, et à Orléans, pendant la Semaine Sainte, il a la révélation du Christ. Et il se fera baptiser en août. Enfin, en tout cas, il sera baptisé en août 40. Et ensuite fera le parcours qu'on lui connaît. Mais alors, deux remarques. La première, ce sera avec la totale hostilité de son père, qui lui reprochera d'avoir renié la croyance juive pour rallier le catholicisme. Et pour marquer encore la distance qui s'établit, la mère meurt à Auschwitz. Elle est gazée à Auschwitz. Donc Lustiger s'est trouvé dans une situation qui est quand même assez incroyable, puisqu'ensuite il fera toute sa carrière, il sera ordonné prêtre dans les années 50, montera les échelons jusqu'à être archevêque de Paris, et puis finalement il sera créé cardinal et deviendra une référence du dialogue entre les juifs et les chrétiens. Oui, on peut penser aussi à une autre affaire qui s'est déroulée au début des années 1950, l'affaire Finali. En France, donc. Il s'agissait de jeunes garçons juifs qui avaient été protégés, cachés pendant la guerre par une demoiselle qui s'appelait Mademoiselle Brun et qui les avait baptisés. Cela dit, ils avaient été auparavant circoncis, n'est-ce pas, puisqu'ils appartenaient à une famille dont le père et la mère, malheureusement, ont été déportés et sont morts à Auschwitz. Et cette mademoiselle Brun n'a jamais voulu remettre ces deux enfants, ces deux garçons, que dans la famille, les tantes, n'est-ce pas, notamment les unes en Israël et les autres je ne sais où, réclamaient. Jamais. Alors l'histoire se termine différemment, c'est que il y a eu procès, contre-procès, et finalement Mademoiselle Brun a été obligée de laisser partir ses enfants qui sont partis pour Israël et sont redevenus juifs, de confession juive.
Juste une question avant de donner la parole sur Michel a remarqué, et c'est remarquable, ces moments fantastiques, hein, ces moments voilà, de rêve, de cauchemar. Bon, c'est pas nouveau chez Bellocchio, hein, c'est un registre que Bellocchio utilise fréquemment. Il y a même ça dans Ernesto Noté. Hein. Mais est-ce que voilà, pourquoi comment on peut expliquer que c'est si présent dans le film? Est-ce que c'est pour montrer un peu les tiraillements de Edgardo? On pourrait interpréter ça comme ça? Sûrement, sûrement. Et puis, je pense que Bellocchio est aussi quelqu'un qui est très attentif à créer des images surprenantes. C'est un formidable créateur d'images. Les lieux de tournage, les intérieurs, la photographie qui est splendide. Bellocchio cherche à nourrir son film avec des images surprenantes. Et Dieu sait que le film en est rempli. Et donc, il se livre. Alors, il y a eu beaucoup de recherches. Le film est censé se passer à Bologne, mais il n'y a que quelques images devant le dôme de Bologne. Pour l'essentiel, il est tourné, ça fait qu'il y a des remerciements à la fin, à Pietrabianca, qui est une petite ville près de Parme, notamment la grande place que l'on voit à plusieurs reprises, où les calèches, quand l'enfant est amené de nuit. Ce n'est pas Bologne, on utilise des lieux. De même, la synagogue qu'on voit vient d'une ville à côté là encore à côté de Parme. Et Bellocchio fait une espèce de collage. Quant à Rome, alors ça à Rome vous avez sans doute remarqué, où on a les images au bord du Tibre, avec ces grands bâtiments qui dominent le Tibre. Ces bâtiments aujourd'hui, bon, ils n'y sont plus, et donc ils ont été reconstitués, mais pas par des constructions de type traditionnel, avec du numérique. Il y a un travail sur le numérique, mais même quand on est sur la place de Pietrabianca, on voit au fond la tour de Bologne, la tour fameuse qui fait un peu plus de 100 mètres de haut. Elle est reconstituée par un système numérique et elle n'existe pas là à Pietrabianca. Donc il utilise toutes les ressources possibles pour essayer de donner à son film cette espèce de... Étant donné que c'est aussi une manière de décrire le pontificat, c'est-à-dire le milieu pontifical, le milieu ecclésiastique est un milieu qui travaille énormément la forme. Comme spectacle, dans le fond, hein, comme manière de valoriser ces personnages qui sont le pape le premier, mais même tout l'entourage, toutes les cérémonies religieuses, les enfants qui sont déjà transformés en sorte de santons. C'est quelque chose qui donne à Bellocchio après la possibilité de s'exprimer visuellement de façon extraordinairement précise. Alors, des questions? Oui. Oui, je me demandais, avec l'actualité, on dit qu'avec l'affaire Dreyfus, c'est là où on a commencé vraiment à parler de l'idée d'un foyer juif en Israël. Mais est-ce que dès cette histoire, on a commencé peut-être à en parler ou pas? Non. Non. C'est avec l'affaire Dreyfus? Non, c'est vraiment à la fin du XIXe siècle. Là, nous sommes sous le Second Empire. 40 ans après. C'est vraiment à la fin du 19e, avant l'affaire Dreyfus. Mais l'affaire Dreyfus a évidemment accéléré le mouvement sioniste, indiscutablement. Mais là, on n'en parle pas. Les Juifs dans les pays d'Europe ne pensent qu'à une chose. En France, je prendrai le cas français que je connais, c'est l'intégration. Hein. L'intégration et faire comme les autres citoyens français, acquérir des places, des postes. Voilà. L'antisémitisme en France a été assez... Alors j'ai parlé de l'antijudaïsme, j'ai parlé de Tousnel, etc. Mais véritablement, il commence en France massivement qu'avec les années 1880. Pourquoi les années 80? Pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il y a une immigration juive importante qui vient de Russie
en passant par toute l'Europe, avec les pogroms qui ont lieu en Russie. Il y a toute une immigration juive askénaze, donc qui vient vers la France. Et puis c'est aussi le début de la Troisième République. Et les adversaires, les ennemis de la République vont inventer, on pourrait dire, l'antisémitisme comme une arme antidémocratique, anti-républicaine. Bon, le champion de tout ça, on le connaît, c'est Édouard Drumont. Et en dehors de lui, le journal catholique La Croix, qui n'était pas du tout ce qu'il est devenu aujourd'hui, qui était plutôt un journal modéré et libéral, mais La Croix a été un diffuseur de l'antisémitisme auprès du clergé, notamment une grande partie de ses abonnés étaient les curés de campagne, et La Croix s'intitulait à un moment sous le dessin du Christ en croix, le journal le plus anti-juif de France. Faut le faire quand même. Vous voyez à quel point on n'a pas vraiment les scrupules que même les antisémites aujourd'hui peuvent avoir, encore que... Bon, bref. Donc, oui, pour répondre à votre question, le sionisme est quand même plus tardif. Juste une précision à propos de Lustiger. La famille de Lustiger qui est arrivée en France de Pologne. Oui. C'était des juifs polonais. Oui. Oui, alors faut que vous parliez fort, parce que je ne peux pas aller jusqu'à vous avec le micro. Je vais essayer de me lever si Oui. vous voulez, parce que Voilà. ça peut-être mieux. Voilà. Oui, la dame tout à l'heure a fait référence à l'émission Le Masque et la Plume. Et j'ai assisté à l'enregistrement et j'ai fait une petite intervention, mais vous savez, à France Inter, au Masque et la Plume, on a 50 secondes. Je vous ai entendu. Voilà. C'est vous qui avez dit oui, mais il faut voir le contexte. Voilà, c'est ça, monsieur. J'ai essayé effectivement de rappeler les états du pape, qui sont un peu les joyaux de la tiare pontificale pouvoir temporel. Oui, C'est-à-dire en cône, j'ai dit les marches en cône sur l'Adriatique, j'ai dit l'Ombrie, parce que je reviens d'un pèlerinage à Assise avec ma paroisse Saint-Pierre de Montrouge. Donc on a vu les fresques de Giotto et puis Pérouse, et puis l'Émilie-Romagne avec Bologne. Ferrare, au nord. Ferrare aussi. Ferrare, Bologne, et jusqu'à Rome et la campagne de Rome. Et puis bien sûr la ville éternelle. Et là vous venez de rappeler, monsieur, l'expédition militaire du général Oudinot, Oudinot fils, le fils de Oudinot, le maréchal de Napoléon Ier, qui est envoyé pour rétablir, puisque Mazzini et Garibaldi ont déposé le pape, ont créé la République romaine, Oui. et Oudinot fils est envoyé, je crois, par le prince, le président de la République française, qui est le prince Napoléon, Oui. Louis-Napoléon Bonaparte. Et n'oublions pas, Voilà. pour être précis, que Voilà. la République française, en 1849, est aux mains des conservateurs, Absolument. c'est-à-dire des monarchistes et des catholiques, Alors, en majorité. Alors, quelle est votre question, monsieur? non, mais c'était ça, c'était simplement pour rappeler cette précision et pour dire que on a la chance ici dans ce débat de pouvoir, j'ai pas de question particulière, de D'accord. pouvoir développer davantage, alors qu'au Masque et la Plume, il semblait qu'il s'attachait plus à la forme du film, et vous venez de le dire. C'est normal, c'est le rôle du Et masque je et la crois plume. que vous avez dit quelque chose, monsieur Pinault, qui me paraît très important, c'est que le pape, qui sent lui s'échapper ce pouvoir temporel, se crispe sur ses positions dogmatiques, Tout à fait. et là il y a véritablement un combat, parce qu'il sent, il est le dernier pape au pouvoir temporel. Après Oui. lui, il n'y en a que 11 jusqu'au pape François. Et il se sent redevable, dépositaire de ce pouvoir qui lui échappe, et il me semble qu'il se verrait bien, il y fait allusion à la fin, mourir sur la guillotine comme Louis XVI, ou crucifié comme Saint-Pierre, la tête en bas, pour mourir en martyr, parce qu'il ne veut rien céder. Et je crois que c'est un peu l'un des thèmes de ce film, qui est tout à fait essentiel. Il y a l'affaire Mortara, mais en arrière-plan, et à plateau égal, si je puis dire, il y a toute la recomposition de l'Italie, impulsée par le royaume de Piémont-Sardaigne, Cavour, le roi Victor Emmanuel, etc. Et je crois que c'est ça, un peu le thème du film, que peut-être le Masque et la Plume a un peu trop effleuré. Merci. Alors, nous, on est un débat avec des historiens, des historiens du cinéma, donc c'est normal. Je Oui, voudrais vous. savoir pourquoi on n'a jamais parlé de cet enlèvement dans l'histoire de France, ou en Europe d'une manière générale. Oh bah, À l'époque, Michel vient de sinon- dire qu'on en avait énormément parlé. Ah ben, c'est que maintenant qu'on en parle. Vous savez,
Moi, personnellement, j'avais jamais entendu parler de ça. Si je veux bien faire appel à mes souvenirs de lycéen, je ne vois pas qu'on en ait beaucoup parlé d'Édouard Drummond et de la France juive, qui a joué un si grand rôle. Que l'affaire Dreyfus prenait quoi, 20 minutes, une demi-heure. Bon, là, je vous parle des années 50. Donc, l'affaire Mortara qui se passe en Italie en plus, vous vous rendez compte, on l'avait complètement oublié. Même en Italie, ça n'a pas été Ouais. un sujet. Et en Italie, Bah, c'est pourtant, c'est pareil. grave, un truc comme ça, En quand Italie, même, hein. c'était pareil. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans nos manuels d'histoire. C'est pourquoi nous avons fait une revue, ce qui s'appelle. Alors, En tout cas, d'autres questions. moi je suis outré du comportement de l'Église catholique dans ce domaine-là. Personnellement, je suis athée, mais quand je vois ça, je suis de plus en plus écœuré par la religion. Parce que je trouve que toutes les religions, elles entraînent de la merde et pas beaucoup de choses de positives. Hein. Alors, justement, Toutes les religions je voulais poser une question à partir de votre réaction. C'est que, bien sûr, on sent, je dirais presque l'émotion de Bellocchio face à l'enlèvement, à l'injustice, notamment dans la première tiers du film. Mais en même temps, je dirais un petit peu d'ailleurs comme dans le film sur Aldo Moro, la série sur Aldo Moro, il y a cette idée de non pas de répartir les points de vue en donnant à chacun raison, mais en tout cas de montrer les réactions de chacun de façon, en tout cas, peut-être pour faire comprendre en quelque sorte leurs réactions. Oui, Bellocchio est tout autre que dogmatique, tout autre que s'appuyant. Alors il a aussi dit que dans le fond, peut-être inconsciemment, il traitait de fanatisme, de lutte entre religions, juifs, catholiques, et que peut-être on pouvait voir un prolongement à ces luttes dans la situation présente, sinon actuelle, mais que l'on pouvait y lire également, puisque tu as même rappelé que parmi les enfants qui sont catéchumènes, il y a des musulmans, hein, et que donc on pouvait aussi y lire comme cela la difficulté de dialogue entre des religions différentes. Et par ailleurs, son désir de ne pas montrer le film pour d'une certaine manière ne pas le blesser ou ne pas au pape François, c'est très révélateur des positions aujourd'hui. Finalement, quand il tournait les poings dans les poches, il n'avait pas ce genre de scrupules. Ben, c'est bien dommage qu'il ne le montre pas. Et moi je ne comprends pas comment, ne serait-ce qu'au niveau humain, comment des cardinaux, enfin tout ça, ont pu oser arracher un enfant à sa famille pour le convertir à la religion catholique. Michel, c'est une honte. Michel, bien sûr c'est honteux, mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre dans le contexte, hein, comme Michel l'a raconté. Non, on ne peut pas comprendre ce Alors, moi, oui. je trouve surtout que on ne part pas du tout de l'enfant. Alors que ce qui est scandaleux pour sa propre famille, c'est que il a pratiquement renié ses parents, alors qu'il ne les a pas franchement reniés. Mais personne ne parle de lavage de cerveau dans cette histoire. Alors que c'est bien de ça qu'il s'agit. Ils sont complètement... Alors, ils croient peut-être effectivement dans la force de la foi chrétienne, etc., de l'histoire et tout, mais je veux dire, on prend les musulmans, ils y croient aussi, ils durent comme fer. On prend les juifs et la famille juive qui fait quand même un rituel quotidien, ils y croient dur comme fer aussi, que c'est eux, ils sont nés comme ça et qu'ils resteront comme ça et qu'ils ont la foi dans ce Dieu-là. Mais c'est vraiment c'est la guerre, quoi, je veux dire. On ne peut pas se réconcilier dans des trucs comme ça. Alors bon, ils prennent un enfant, effectivement, ça c'est complètement monstrueux, mais bon, je veux dire, soi-disant, il a été baptisé, c'est vrai, pas vrai, c'est étrange. Il y a un mot qui résume tout ça, théocratie. La théocratie, c'est la religion qui a le pouvoir. Et par conséquent, elle décide selon ses dogmes, précisément, de faire ce qu'elle veut, tout au moins par son chef. La théocratie, qu'elle soit de toute religion, du reste, c'est vraiment le pire des pouvoirs qui existent, puisque c'est au nom, n'est-ce pas, d'une vérité qui est c'est du sadisme. Une vérité absolue qu'on ne peut
pas mettre en doute, donc c'est une violence on pourrait dire totalitaire. C'est un lavage de cerveau, bien sûr. Le pape qui se barricade derrière l'expression « je ne peux pas ». Ah oui, non possumus, c'est écrit, n'est-ce pas, je ne peux pas. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Cet enfant est chrétien, il est baptisé, c'est même pas moi le responsable. Bon. La stupidité. Il y avait une question, oui. Moi, je me demandais si le pape Pie IX a vraiment terminé dans le tigre, ou je sais pas si cette histoire. Ah ben, il aurait mérité. Hein. C'est dommage. Non, pas que je sache. Pas que je sache. C'est dommage. Oui, je me demandais aussi si Bellocchio ne nous montrait pas cette fascination, c'est quand même sublime. Ces rituels, la beauté, et même s'il n'était pas, s'il était athée, il y a quand même une fascination de la beauté des lieux, du rituel. Et que faire avec ça? Que faire avec ça? Certainement, il y a un élément esthétique. Tous les lieux qu'il trouve sont là pour magnifier la qualité de l'image. Et est-ce que tous les films qu'il a fait sont de cette... Moi, je ne connais pas du tout Bellocchio. C'est la première fois que je vois un film de lui. Est-ce que c'est que des films de la même qualité que celui-là? De Moretti. Regardez la série, c'est encore Oui, la série, les séries. pardon, En tout cas, merci de nous l'avoir projeté, ce film. Je vous invite à le revoir. C'est un film, moi je l'ai revu, à la seconde vision, on voit des quantités de détails Certainement, qui échappent à la première. Un pontificat de 32 ans, mais suivi par Léon XIII, Rerum Novarum. Et ça, c'est pas rien. C'est le pape social qui succède aussi. Merci beaucoup à tous pour cette soirée. Merci Michel, merci Jean-Philippe. Et à bientôt pour un nouveau ciné-club de l'histoire le mois prochain.